Salutations et bienvenue. Au cours des 2 dernières semaines, on a senti comme une sorte de frénésie, de fièvre spatiale s'emparer de l'actualité. Oui, tout à fait. On a un peu l'impression de revivre l'effervescence des années 60, avec ces fusées monumentales, les astronautes, cette sensation qu'un grand départ est imminent. C'est exactement ça. On est à un point d'inflexion. Et pour décortiquer ce moment, cette analyse vous est présentée par ProWave AI. Elle est générée par Stylo News, l'application d'information qui utilise l'intelligence artificielle. Oui, et il faut noter que Stylo News, c'est la version grand public du logiciel Stylo Intellops. C'est un outil d'analyse normalement conçu pour les opérations gouvernementales, militaires ou commerciales. Ce qui donne donc accès à une plateforme de synthèse utilisée par des décideurs au plus haut niveau. Précisément. Aujourd'hui, on va donc plonger au cœur de cette nouvelle ère spatiale. On va commencer par le retour imminent de l'humanité vers la Lune avec la mission Artemis 2. D'accord. Ensuite, on explorera l'ascension fulgurante des entreprises privées. Elles ne sont plus de simples sous-traitants, mais de vrais moteurs. Oui, des acteurs majeurs. Et enfin, on essaiera de comprendre ce que tout ça signifie, les implications de cette nouvelle dynamique pour nous tous. Un programme chargé. Alors, commençons par l'image qui a fait le tour du monde, cette gigantesque fusée, le Space Launch System, la SLS, Mhm. avec la capsule Orion à son sommet qui trône sur le pas de tir 39B en Floride. C'est une vision assez impressionnante. Ah oui. On nous dit que la prochaine étape est cruciale, une répétition générale, le Wet Dress Rehearsal. Qu'est-ce que ça implique concrètement? Alors concrètement, c'est le test le plus stressant et le plus réaliste possible avant le vrai lancement. D'accord. Le terme wet, humide, signifie qu'on va remplir les énormes réservoirs de la fusée. On parle de plus de 2,7 millions de litres de propellant cryogénique. 2,7 millions de litres? Oui, de l'hydrogène et de l'oxygène liquide à des températures glaciales. C'est comme remplir une piscine olympique avec du carburant ultra froid, quoi. C'est une image. Et ensuite, on simule toute la séquence de lancement. Le compte à rebours s'arrête juste quelques secondes avant la mise à feu des moteurs. C'est vraiment l'ultime vérification. C'est ça, pour être sûr que des milliers de systèmes fonctionnent en parfaite harmonie. Le succès de ce test, prévu autour du 31 janvier, c'est la clé. La clé qui ouvre la fenêtre de lancement. Exactement, à partir du 6 février. On imagine la tension, la moindre fuite, le moindre problème à ces températures-là. Ça doit être énorme. C'est pour ça que c'est si critique. Et pendant que la fusée subit ce test ultime, l'équipage, lui, se prépare aussi. Absolument. Les 4 astronautes, les Américains Reed Wiseman, Victor Glover, Christina Koch et le Canadien Jeremy Hansen. Oui. Eux sont en quarantaine stricte à Houston. C'est la procédure standard pour éviter toute maladie à avoir une mission pareille. Et leur vol, il dure combien de temps a priori? Le vol est prévu pour durer 10 jours. Il ne s'agit pas encore d'allunir, attention. Non, c'est une grande boucle autour de la Lune, c'est bien ça. Voilà. L'objectif, c'est de pousser tous les systèmes du vaisseau Orion. Enfin, de les tester en conditions réelles, en espace lointain. Le support de vie, la navigation. Tout ça, le support de vie, les communications, c'est une sorte de vol d'essai grandeur nature, une validation indispensable avant la mission Artemis 3. Qui, elle, visera à poser de nouveau des êtres humains sur la Lune. C'est l'objectif. C'est un programme colossal. Mais on entend aussi beaucoup de critiques, n'est-ce pas Sam? Notamment sur les coûts, les retards du programme SLS. Oui, c'est une critique légitime. Certains disent que c'est un programme pour l'emploi plus qu'un outil d'exploration, qu'il est même déjà technologiquement un peu en retard. C'est une critique qui met en lumière 2 philosophies d'ingénierie totalement différentes, en fait. C'est-à-dire? Le SLS, c'est l'héritier de la grande tradition de la NASA. La priorité absolue, c'est la sécurité et la fiabilité, quitte à ce que ce soit plus cher et plus long. D'accord. Par exemple, les moteurs principaux du SLS, les RS-25, ce sont des versions améliorées des moteurs de la navette spatiale. Ils ont volé des dizaines de fois, leur fiabilité est... Légendaire. On est sur du sûr. On est sur du sûr. C'est une approche qui dit on ne prend aucun risque, on utilise des technologies éprouvées et on les pousse au maximum. La perfection avant le lancement. Une vision qui contraste fortement avec celle de certains acteurs privés. Exactement. On y reviendra, mais un acteur comme SpaceX, lui, a une philosophie qui se rapproche plus du développement de logiciels. Avancer vite, casser des choses, apprendre et itérer. La NASA ne peut pas se permettre ce luxe. Pas pour une mission habitée de cette envergure. Donc oui, le SLS est cher, il est en retard, mais il représente une approche où la redondance et la sécurité humaine priment sur absolument tout le reste. Et cette mission n'a pas lieu dans un vide géopolitique. La présence d'un astronaute canadien, ça souligne la collaboration internationale.
Bien sûr, Mais la véritable toile de fond, c'est la compétition, n'est-ce pas? on mentionne souvent la Chine. C'est le non-dit qui pèse sur tout le programme Artemis. La Chine avance, et elle avance à un rythme très soutenu, très méthodique. Il ne s'agit plus seulement de planter un drapeau. Non, plus du tout. La Chine, en partenariat avec la Russie, a annoncé son projet de station de recherche lunaire internationale, une base au pôle sud de la Lune. Ah oui? Donc la compétition se joue sur le prestige, bien sûr, mais aussi sur le contrôle de zones stratégiques, comme ce pôle sud où l'on pense trouver de la glace d'eau, une ressource cruciale. Et sur l'établissement des règles du jeu, j'imagine. Exactement. Les normes, les standards. Le retour des États-Unis sur la Lune, avec Artemis, est une réponse directe à cette ambition chinoise. Donc, pendant que la NASA avance avec cette approche, disons, méthodique, le secteur privé, lui, sprinte sur plusieurs fronts. Un exemple récent a montré leur maturité, le retour en urgence de la mission Crew 11. Oui, c'était un test grandeur nature complètement imprévu. Une urgence médicale à bord de la station spatiale. Et il a fallu évacuer rapidement. Très rapidement. En quelques heures, la capsule Dragon de SpaceX a été préparée, désamarrée et elle a ramené son équipage sur Terre en toute sécurité. On imagine le stress. Immense. Mais ça a démontré de manière éclatante la robustesse des protocoles et aussi la fluidité de la collaboration entre la NASA, l'agence japonaise et même l'agence russe. C'est la preuve que le transport spatial privé est devenu fiable. L'échelle de ce qu'ils construisent au Texas là. C'est difficile à imaginer sans le voir. Vraiment. Starship, c'est une fusée de 120 mètres de haut, l'équivalent d'un immeuble de 40 étages. C'est vertigineux. C'est de loin la fusée la plus grande et la plus puissante jamais conçue. Mais la révolution, ce n'est même pas sa taille, c'est sa conception. Le fait qu'elle soit réutilisable. Entièrement et rapidement réutilisable, comme un avion de ligne. C'est un changement de paradigme complet. Et le plus fascinant, c'est l'interdépendance qui s'est créée. Absolument. Le plan officiel de la NASA pour poser des humains sur la Lune avec Artemis 3 repose sur Starship. Il repose sur une version modifiée de Starship qui servira d'atterrisseur lunaire. Le programme national de la NASA dépend donc directement du succès du véhicule de son plus grand concurrent privé. C'est paradoxal. C'est le cœur de la nouvelle dynamique spatiale. La NASA externalise une partie du risque et de l'innovation, Et SpaceX obtient des contrats massifs. qui financent leur vision à long terme, rendre l'humanité multiplanétaire. Et pour financer ça, les plans sont tout aussi colossaux. On parle d'une introduction en bourse, Qui pourrait être la plus grande de l'histoire. Les sources indiquent une préparation pour la mi-juin 2026. c'est ça. L'objectif, c'est de lever des capitaux pour Starship, pour Mars, mais aussi pour des projets comme des centres de données basés dans l'espace. Une ambition financière qui donne le vertige. Mais pendant que tous les regards sont tournés vers Musk, d'autres acteurs très sérieux avancent leurs pions, n'est-ce pas? Qui sont les autres joueurs clés? Il y en a plusieurs, et il ne faut surtout pas les sous-estimer. Le premier, c'est Blue Origin, la société de Jeff Bezos. Une approche très différente de SpaceX? Oui, plus lente, plus méthodique. Leur devise, c'est « pas à pas, férocement ». Ils développent leur propre atterrisseur lunaire, le Blue Moon. Et leurs fusées lourdes? Surtout, ils s'apprêtent à lancer leur fusée lourde New Glenn. Ce sera un concurrent direct du Falcon 9 de SpaceX. Un lancement réussi, prévu fin février, changerait le paysage. La rivalité entre les deux milliardaires comme moteur d'innovation? Un puissant moteur. Et au-delà de ce duel de titans? Il y a Rocket Lab, une entreprise néo-zélando-américaine. Ils ont commencé par dominer le marché des lancements de petits satellites. Avec leurs fusées Electron? Exactement. Mais ils ne s'arrêtent pas là. Ils viennent de décrocher un contrat de 1,4 milliard de dollars avec l'armée américaine. Donc ils ne sont plus un simple transporteur. Non, ils deviennent un acteur majeur de la sécurité spatiale. Et puis, il y a des signaux qui montrent qu'on pense déjà à l'étape d'après. C'est-à-dire? Une nouvelle entreprise, Jeru Space, a annoncé un projet d'hôtel sur la Lune d'ici 2032. Un hôtel sur la Lune? Même si ça semble relever de la science-fiction, ça indique une direction, la commercialisation et potentiellement le tourisme lunaire. Si on met tout ça bout à bout, on a la NASA avec son approche sécuritaire, SpaceX avec sa vitesse, et derrière une série d'acteurs qui se positionnent. Comment les décideurs naviguent dans tout ça? C'est toute la question. Pour l'administrateur de la NASA, Jared Isaacman, la ligne est claire, la sécurité prime. Et les partenariats commerciaux sont un outil. Un outil pour rendre l'exploration durable et moins coûteuse. Pour le département de la Défense, l'agilité de ces entreprises est une aubaine. Pour maintenir une supériorité spatiale. C'est ça. Pour les partenaires internationaux, c'est une opportunité de participer à des programmes ambitieux sans en supporter tout le coût. Et pour la Chine?
Un puissant stimulant pour accélérer son propre programme, oui. D'accord, c'est la grande stratégie. Mais pour nous qui suivons ça au jour le jour, quelles sont les prochaines dates clés, les événements à ne pas manquer? Il y en a 4 principaux. Premièrement, le résultat de la répétition générale d'Artemis II, autour du 31 janvier. C'est le dernier feu vert technique. D'accord. Deuxièmement, la fenêtre de lancement d'Artemis II qui s'ouvre le 6 février. Le décollage sera un événement planétaire. On l'imagine. Troisièmement, en mars, tous les yeux seront tournés vers le Texas pour le vol d'essai orbital de Starship V3. Son succès ou son échec aura des répercussions énormes. Surtout le calendrier lunaire. Et enfin, le lancement inaugural, très attendu du New Glenn de Blue Origin, fin février, qui pourrait enfin donner à SpaceX un concurrent sérieux. Un calendrier chargé pour les semaines à venir. Très chargé. En conclusion, on assiste vraiment à une transformation profonde, la plus importante peut-être depuis les années 60. La route vers la Lune, et plus tard vers Mars, n'est plus tracée par une seule superpuissance. Elle est le fruit d'une interaction complexe, parfois tendue, parfois synergique. Entre le public et le privé? Entre les programmes gouvernementaux qui apportent l'héritage et la rigueur, et une nouvelle génération d'entrepreneurs privés qui apportent l'agilité, la vitesse et une ambition qui repousse constamment les limites. On a parlé de compétition, de collaboration. Mais la vraie question pour la décennie à venir, c'est peut-être qui écrira les règles du jeu sur la Lune? Assisterons-nous à une coopération ou à une sorte de ruée vers l'or du XXIe siècle? C'est un point à méditer. Une excellente question. Cet examen approfondi a été rendu possible grâce aux capacités de Stylo News. C'est une application pour mobile et ordinateur que chacun peut télécharger pour créer ses propres briefings personnalisés. En agrégeant des informations de centaines de sources traditionnelles, mais aussi de X. Pour créer vos propres analyses sur demande, abonnez-vous à Stylo News sur www.stylonews.com. Merci de nous avoir écoutés. Merci à vous. Si certains sujets vous intéressent particulièrement pour de futures analyses, n'hésitez pas à nous en faire part. Et pour rester informé, suivez Stylo News sur vos réseaux sociaux préférés.